Bonjour Roland, Laurent Tonéikès, bonjour Hugues Hector Zogo. Vous êtes journaliste et analyste politique. Carole Laye, bonjour, amis téléspectateurs internautes, bonjour. Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Carole, bonjour également aux téléspectateurs. C'est un plaisir de nous retrouver une fois encore en début de semaine. Voilà, nous allons planter le décor avec la dernière information, Hugues Hector Zogo. Il s'agit du procès annoncé ce matin de Steve Amoussou. Et c'est exact, depuis hier, au niveau de la toile, on a eu quand même cette annonce de ce procès qui est tant attendu dans la mesure où vous savez que depuis qu'il a été mis aux arrêts, il y a plusieurs suspicions, il y a plusieurs interprétations par rapport au dossier. Et même, pas plus tard qu'hier, on a pu entendre dire qu'il y a ces avocats qui n'ont pas eu la chance d'aller le voir et de pouvoir discuter en ensemble avec lui. Donc, beaucoup se disent, est-ce que le procès pourra effectivement permettre aux populations béninoises et même celles togolaises qui sont en train de suivre cette actualité-là, de savoir s'il y a eu effectivement une évolution ou est-ce que, bon, devant le juge aujourd'hui au niveau de la criette, il y aura encore un autre rebondissement. Donc, il y a cette crainte-là ou ce doute-là qui continue d'être nourri. Sans aucun doute, au cours de la journée, nous aurons suffisamment d'informations pour savoir ce qui s'est effectivement passé. Oui. Roland Tonéikès, Info Matin, titre « Procès attendu de Steve Amoussou ce jour ». Enfin, dans le fond du dossier ou encore une péripétie, c'est une interrogation. Oui, le gros problème pour la justice béninoise, c'est déjà de prouver que Steve Amoussou est frère en vie. C'est l'épineux problème dans ce dossier, parce que la personne interpellée à Lomé, dont les premières personnes ont parlé, parlant de frère en vie, dit devant la justice, cette personne dit devant la justice qu'elle n'est pas frère en vie et que lui, en tout cas, c'est Steve Amoussou. Et dans le dossier, il y a déjà d'abord un problème, c'est que le premier procès qui a eu lieu, qui a impliqué cette personne, c'est la question de transfert ou bien de prêt qui a été fait à sa personne et pour lequel les gens sont allés le chercher à Lomé. Donc, il y a plusieurs éléments dans ce dossier, mais je crois que ce qui concerne le procès de lui doit être beaucoup plus sur la possibilité de prouver que Steve Amoussou est frère en vie et dès lors que la justice aura assez d'éléments pour prouver que celui qui a été arrêté à Lomé est frère en vie, je crois que le procès aura lieu. Et c'est ça qui certainement justifie le fait que ce procès qui était prévu déjà en octobre a été reporté pour ce mois de novembre. Attendons de voir si aujourd'hui ce procès aura lieu, si la justice a réussi à réunir les preuves de ce que, en tout cas les preuves irréfutables que Steve Amoussou est frère en vie, le procès aura lieu. Dans le cas contraire, vous allez voir certainement, on va assister encore à un report de ce procès. Toujours est-il que dans l'un ou l'autre des cas, on constate carrément que les Béninois attendent de voir. Les Béninois attendent de voir quelle sera l'issue de ce procès. Est-ce que le procès aura lieu? Comment est-ce que la justice va s'y prendre dans une certaine mesure? On attend de voir quand même. Peut-être que d'ici le soir, on apprendra encore que c'est reporté, sauf si la justice a des éléments qui prouvent que Steve Amoussou est frère en vie. D'une affaire à une autre, nous allons aborder l'affaire Louis-Philippe Rondéon. Le porte-parole évoque une question de responsabilité. C'est le quotidien Le Télégramme qui l'affiche, Hugues Hector Zogo. Oui, c'est une question de responsabilité, effectivement, parce que le général Louis-Philippe Rondéon a occupé de hautes fonctions au niveau sécuritaire de notre pays. Il a, entre autres, porté la responsabilité du directeur général de la police nationale. Et donc, quand vous vous retrouvez à occuper de pareilles fonctions, ça voudrait dire que vous maîtrisez suffisamment d'informations sur le plan sécuritaire. Alors, du jour au lendemain, quand vous vous retrouvez à la retraite,
et que quelques mois après, vous ayez décidé de commencer par combattre le régime en place parce que vous aviez clairement signifié que vous vous retrouvez désormais dans la posture d'un politicien, ça fait que il y a ce qu'on appelle la retenue à des moments donnés qu'il faut pouvoir adopter. Et moi, personnellement, quand j'ai suivi un peu les différentes déclarations de l'ancien directeur général de la police nationale de notre pays, je me suis dit qu'il est allé un peu plus fort par rapport à ces déclarations. Quoi qu'on dise, bien qu'il se retrouve dans une posture de politicien, je pense qu'il avait quand même un minimum de réserve à avoir. Et il lui a manqué cette réserve-là. On se permettrait peut-être de dire, est-ce que ce qu'il disait, est-ce que c'était fondé? Est-ce que c'était vrai? L'occasion lui est aujourd'hui donnée de pouvoir le démontrer à la face du monde. Moi, je dis souvent, dès que vous faites des déclarations ou dès que vous faites des sorties, plus tard, vous serez le seul acteur à pouvoir vous retrouver devant la justice et à y répondre. Donc, cette sortie du porte-parole du gouvernement, M. Wilfrid Léandre Rungwegi, qui fait référence à la responsabilité, je pense qu'il a entièrement raison, puisque ce n'est pas une question du gouvernement aujourd'hui. L'intéressé à chercher à défier pratiquement le pouvoir d'État, et la justice s'en est saisie et on l'a mis aux arrêts. Il a même annoncé ne pas pouvoir se retrouver au-delà de 24 heures, même si on arrivait à l'arrêter. Mais là, vous voyez ce qui se passe. Il a déjà passé plus de 24 heures derrière les barreaux. Maintenant, quand il va se retrouver devant le juge pour le procès, je pense qu'il va pouvoir partager sans doute toutes les informations crédibles dont il dispose pour faire telle ou telle autre déclaration. Moi, c'est souvent cette étape-là que j'attends pour toutes les personnes qui se disent « bon, je maîtrise tel dossier », parce qu'il ne suffit pas seulement de porter de discrédit ou bien de faire des déclarations. Il ne suffit pas seulement de le faire. Quand vous faites des déclarations, vous deviez quand même être en mesure de démontrer devant le juge, si on vous interpellait, qu'effectivement, ce que vous aviez dit, vous avez les éléments de preuve. Et puisque le procès serait un procès public et les journalistes auront la chance En tant qu'analyste politique, oui. Hugues Hector, ce qu'il dit en réalité, quelle lecture en faites-vous? Oui, la lecture, c'est de deux ordres. Vous êtes retrouvé. Est-ce que ça traduit la réalité? La réalité, il est le seul à savoir aujourd'hui de quoi il parle. Il a fait plusieurs sorties, il a fait des déclarations. De ces déclarations, vous avez entendu par exemple dire qu'il a été approché plusieurs fois pour des questions de coup d'État. Ce n'est pas des choses assez simples, c'est des dossiers très sensibles. Et quand vous vous retrouvez à porter la charge de directeur général de la police nationale, et après votre admission à la retraite, au lieu que vous travaillez à peut-être vous retrouver au niveau d'une institution internationale, ou au lieu que vous puissiez chercher à être davantage utile à votre République en occupant d'autres postes de responsabilité, tant est que vous voulez vraiment faire de la politique, et quand vous commencez par faire de pareilles déclarations, vous mettez l'avenir de toute la nation en péril. Les citoyens commencent par avoir peur parce que l'on se dit ce n'est pas n'importe qui parle, et c'est effectif. Donc, quand on se retrouve avec un acteur qui fait des déclarations du genre, la seule chose à faire, c'est de pouvoir l'interpeller pour savoir effectivement ce qui s'est passé. Et je crois que c'est ce que la police républicaine a fait. Il a également abordé le problème lié à la liberté d'expression aujourd'hui dans notre pays. Oui, c'est par rapport à la liberté d'expression, je pense que c'est un sujet assez délicat. On se retrouve dans un régime démocratique où on se permet de dire oui, on est libre de pouvoir dire ce que nous pensons. Mais en voulant dire ce que vous pensez, il faut aussi à des moments donnés essayer de voir l'arsenal juridique qui est mis en place. Il y a 10 ans, on n'avait pas par exemple au Bénin ce qu'on appelle le code du numérique. Mais aujourd'hui, nous avons la présence du code du numérique qui fait partie de notre arsenal juridique. Et une fois que les tests sont votés, il faut forcément les mettre en application. Ça ne veut pas dire que forcément tous les tests qui sont votés sont des tests qui répondent aux principes des droits humains. Non.
Mais une fois qu'on a commis l'erreur, je vais dire oui, de cette manière-là, une fois qu'on a commis l'erreur de voter ces tests-là, c'est qu'on est tenu de pouvoir les respecter. Donc, quand vous êtes un acteur de la vie publique et vous devez faire des déclarations, même quand vous n'êtes pas un acteur de la vie publique, quand vous êtes déjà un citoyen et vous voulez faire des déclarations, vous prenez toujours vos garde-fous pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Mais aujourd'hui, on peut se permettre de dire que c'est le code du numérique qui est en train d'être appliqué à l'ancien directeur général de la police nationale. Maintenant, devant le juge, on verra bien de quoi va retourner le procès. Roland Tonné-Yukes. Oui, je crois que quand on va analyser cette situation, il faut peut-être partir du personnage. On a parlé de Louis-Philippe Oudéon, ancien commissaire central de Cotonou, directeur général de la police républicaine par le passé. Et il est de la police nationale. De la police nationale par le passé. Il est de la même promotion que certains cadres de la police républicaine aujourd'hui. Et vous imaginez que, compte tenu d'un rôle peut-être qu'il a joué dans les régimes précédents, on sait que ça ne devrait pas être facile pour lui, ce régime-là. Alors, et quand vous regardez ça, et qu'après, la loi sur les retraites d'office, on le met à la retraite d'office par rapport à d'autres personnes qui sont de la même génération que lui, même promotion que lui, qui ont reçu les mêmes évolutions dans le corps de la police que lui, mais quand on le met à la retraite d'office, n'oubliez pas que c'est un être humain qui doit avoir des ressentis, qu'à un moment donné, certainement, il voudra peut-être réagir. J'entends dire qu'il devrait créer une formation politique, je n'ai pas la confirmation, avec un autre acteur que nous connaissons très bien, mais toujours est-il que, dès lors que le monsieur est à la retraite, est-ce qu'il est toujours astreint à l'obligation de réserve? Parce qu'il est clairement dit dans nos tests au Bénin que quand vous êtes militaire, en tout cas en activité, que vous voulez aller en politique, vous démissionnez. Mais dans le cas d'espèce, le monsieur n'est plus en fonction, vous lui avez donné une retraite d'office. Et j'estime que de ce point de vue, ceux qui peut-être l'ont mis à la retraite d'office devaient en réalité se préparer à toutes les éventualités. Parce qu'aucun de nous ne pourrait supporter cette situation, quel qu'en soit le poste que nous avions occupé par le passé. Dès lors qu'à un moment donné, on est surpris dans son parcours professionnel comme ça, du jour au lendemain, vous ne vous y attendez pas, et que du coup, on vous met à la retraite d'office, c'est humain que de réagir parfois. Et moi, je crois que j'ai dénoncé aux premières heures les réactions de Louis-Philippe Oudéon. Je crois que, je le disais clairement, au-delà des problèmes qu'il pourrait avoir en interne, au plan international, il a encore de la force pour travailler. Mais il se peut que, compte tenu des déballages qu'il faisait, sur le plan international, s'il postulait, les gens ne seront pas d'accord parce que les gens diront, mais ce monsieur, à un moment donné, s'il n'est plus parmi nous, est-ce qu'il ne va pas livrer un certain nombre de choses? Au-delà de tout, même si en réalité, je conçois qu'aujourd'hui, il n'a pas encore mis sur la place publique des secrets d'État, seulement qu'il a dévoilé un certain nombre de choses, il a repris ce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dit par rapport à la Constitution révisée, notamment en 2019, pour dire, en réalité, la Cour a dit de retourner aux fondamentaux, à la loi de 1990. Et il a prévu organiser une fête nationale de la Constitution de 1990. Je crois que les déboires de Louis-Philippe Oudéon ont commencé là véritablement. Parce qu'il parlait, mais le simple fait de dire, de reprendre ce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dit, en disant qu'il faut retourner à la Constitution de 1990 et que par conséquent, ceux qui ont été élus sur la base de la Constitution de 2019, en tout cas, semblent être illégitimes ou bien sont illégitimes, c'est ce qui lui a valu peut-être pour moi, à mon avis, ce qu'il connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, parce qu'il a prévu faire ça le 11 décembre. Vous avez vu que son procès a été programmé pour le 16 décembre. Donc, le 11 va passer, il serait derrière les barreaux. On va organiser le procès c'est après le 11 décembre que le procès aura lieu. Il peut être libéré, en tout cas, je n'en sais rien. Il peut être libéré après, tout comme, parce que les chefs d'accusation sont bien clairs, on parle de rébellion, on parle de, comment vous appelez, harcèlement par voie électronique. Et je crois que Hugues Tozogo a bien fait de rappeler le code du numérique aujourd'hui, qui est un problème pour nous tous, autant que nous sommes, parce que c'est vrai que nous avons peut-être la liberté de parler sur plateau de télévision d'un certain nombre de sujets, mais je vous assure que le jour où nous allons exprimer les mêmes choses sur Facebook, par exemple, ou WhatsApp, on peut nous choper, parce qu'en réalité, là-bas, on n'a plus la casquette de journaliste. Donc j'estime qu'à ce niveau, c'est une menace pour la liberté de presse, parce qu'au moindre geste, on vous sort harcèlement par voie électronique, au moindre geste, on vous parle de comment vous appelez. Il y a d'autres chefs d'accusation qu'on vous sort, et c'est ça le véritable problème. Maintenant, j'estime que oui, question de responsabilité. En toute chose, vous posez des actes, vous assumez.
quand vous êtes un homme digne. Je crois qu'à l'heure où nous parlons, Louis-Philippe Rondéon doit assumer ses responsabilités. J'ai pu lire à la une de journal ce matin également que son frère, qui a pu passer un message, en tout cas en griffe, on a lu un message pour dire que son frère appelle les anciens policiers au calme. Et moi, quand j'ai lu automatiquement, j'ai tiqué, j'étais avec des gens, j'ai dit, mais il ne devrait pas faire ça. Parce que son frère est inspecteur de police, qui est de la police comme son grand frère, et estimant que dans la police républicaine, il y a des clivages entre policiers et anciens policiers et anciens gendarmes. Donc, du coup, lui sort un communiqué comme ça. Je ne sais pas si c'est confirmé. Là, j'ai pu lire ce matin qu'il a été interpellé à Indigny. Donc, cela montre clairement, voilà, cela montre clairement le problème qui se pose aujourd'hui. Est-ce que véritablement dans la réforme, parce que l'une des choses que, comment vous appelez Philippe Rondéon soulève, c'est la réforme du niveau de la police républicaine. Il a dit clairement que c'est flagradable, c'est le thème. Bon, la première fois, c'est lui qui nous a permis de connaître que savoir que ce mot existait, que c'est véritablement dans le dictionnaire. Mais il dit clairement que cette réforme n'a pas, en tout cas, tel que pensé, tel que dit, ce n'est pas encore une réussite. Et aujourd'hui, quand vous écoutez certains policiers de la police républicaine, ceux qui étaient policiers par le passé, ils vous diront que ça ne va pas. C'est de la même manière, vous avez des gens qui étaient gendarmes hier, ils vous diront que ça ne va pas tout le temps. Donc, il y a un problème. J'estime qu'en soulevant ce problème, j'estime qu'il faut prendre l'essentiel de ce qu'il dit à utiliser pour corriger ce qu'il y a à corriger. Mais au-delà de tout, c'est vrai que nous sommes dans un pays où les gens, s'ils estiment que ce que vous dites est suffisamment grave, ils vont vous interpeller, vous devez répondre devant les juridictions. Et connaissant le personnage, Louis-Philippe Rondéon, on sait combien, en parlant de policier qu'il est, pour un flic, il est assez redoutable. Hein. On a pu voir comment il allait dénicher les grands délinquants à un moment donné. Quand quelqu'un comme ça commence à prendre la parole, ça peut faire peur et il faut peut-être arriver à le neutraliser pas le faire taire. Il faut aller le maîtriser quelque part d'abord, histoire de voir clair pour voir si entre-temps il n'y a pas de choses. Parce que vous avez bien appris que dans la nuit, on l'a interpellé, il y a une perquisition qui a eu lieu chez lui pour voir si véritablement, parce qu'il est allé jusqu'à dire que les gens l'ont contacté à plusieurs reprises pour qu'on fasse un coup d'État. Donc dans cette condition, on va peut-être chercher à savoir qui sont ceux-là qui l'ont contacté. Parce que si véritablement ce qu'il dit est vérifié, il faut maintenant rechercher ceux-là qui l'ont contacté également, qui devront aussi répondre. Parce que s'il avait collaboré, coopéré, c'est sûr qu'il y aurait déjà plusieurs tentatives de coup d'État, ou bien il y aurait peut-être déjà un coup d'État. Donc, l'un dans l'autre, dans tous ces éléments mis ensemble, c'est normal qu'il soit interpellé. Maintenant, on attend de voir peut-être le 16 décembre, quelle sera l'issue du procès. Est-ce qu'il sera maintenu dans les lignes de la justice? Est-ce qu'il sera libéré? Est-ce qu'il sera mis sous convocation? Et maintenant, qu'on lui demandera de garder un peu sa bouche et d'éviter de dire, parce qu'en réalité, quand il parle, parce que n'oubliez pas, je l'ai toujours dit, il a été directeur général de la police républicaine. De la police nationale. Police nationale. Et donc, de ce point de vue, quand lui il parle, il a des éléments derrière lui, c'est pas bon pour le vivre ensemble. Des gens peuvent à tout moment vouloir réagir, et ce n'est pas bon pour notre pays. Voilà. L'autre sujet à aborder, c'est une information parue à la une du quotidien Matin Libre. Contre les pratiques antidémocratiques, les démocrates mettent en garde. Les démocrates mettent en garde. Hugues Hector Zogo. Oui, c'est leur droit le plus absolu de pouvoir lancer des appels tirer la sonnette du pouvoir en place et même à l'égard des populations que nous sommes. Parce que les démocrates constituent aujourd'hui la force la plus crédible en ce qui concerne l'opposition dans notre pays. Et une démocratie, pour que ça puisse effectivement marcher, c'est qu'on a à la fois la mouvance et on a aussi l'opposition. Donc, si des acteurs de l'opposition trouvent aujourd'hui qu'il y a des pratiques antidémocratiques, ils sont les mieux placés à pouvoir en parler. Ils sont les mieux placés à pouvoir dire attention, n'allons pas au niveau de telle piste parce que ça risque d'être préjudiciable à la nation et donc par conséquent à toutes les populations. Mais c'est l'expression mise en garde qui m'embête un peu. C'est l'expression mise en garde. Moi, je me dis souvent que nous soyons de l'opposition ou que nous soyons de la mouvance, nous devons faire très attention aux mots que nous utilisons. On est de l'opposition et pour faire remarquer, par exemple, tout ce qui ne va pas.
la mauvaise gestion du pouvoir, la malgouvernance. C'est le rôle de l'opposition de pouvoir le faire. Mais quand je regarde les partis, les démocrates, de façon concrète, est-ce que je peux me permettre aujourd'hui de dire qu'il y a un examen approfondi qui se fait par rapport au mode de gouvernance de Patrice Talon? Je ne crois pas. Il y a juste des sorties qu'on fait. On sort des mots forts, des mots qui ne permettent forcément pas de se retrouver dans un environnement de stabilité ou de paix. Et du jour au lendemain, on recherche encore d'autres expressions. Une sorte de jetons cette balle-là et essayons de voir quelle serait la réaction des populations. Non, l'opposition doit pouvoir se retrouver dans une démarche non seulement critique, mais dans une démarche aussi de force de proposition. À des moments donnés, quand vous n'êtes pas d'accord, vous dites clairement que vous n'êtes pas d'accord sur tel ou tel point, et après, vous revenez sur des propositions concrètes. C'est ça qui donne de la crédibilité à l'opposition. Mais depuis 1990, quand on analyse très bien toutes les classes de l'opposition qu'on a eues chez nous au Bénin, comme ce n'est pas nous qui sommes là, il faut peindre tout en noir. Il faut peindre tout en noir et dire aux populations que nous sommes prêts à pouvoir arracher le pouvoir. Mais toutes les fois où nous disons que nous sommes prêts à arracher le pouvoir, nous ne partageons pas, malheureusement, avec les populations, ce que nous autres, nous avons l'intention de faire. Qu'est-ce que nous avons de meilleur que ceux qui sont là au pouvoir, à pouvoir offrir aux populations? Nous n'arrivons pas à en parler bien souvent. Donc pour moi, l'expression mise en garde, c'est un peu plus fort. Ils sont les seuls à savoir ce qu'ils y mettent, mais on peut quand même se dire que si on n'est pas d'accord avec un mode de gouvernance du pouvoir en place, il faut pouvoir le décrier, mais trouver les mots justes pour ne pas permettre aux populations aussi de tomber dans ces travers-là. Parce que pour la plupart du temps, c'est la forme de communication exploitée par les acteurs politiques que les populations aussi commencent par utiliser. Vous allez sur les plateformes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, vous constatez qu'il y a le manque de retenue. Or, au même moment, il y a le code du numérique. Donc, celui qui se retrouve à faire des déclarations sans pour autant être assez responsable, parce que voyant peut-être un acteur politique le faire, sans savoir toutes les couvertures dont bénéficie cet acteur politique-là, lui, il va se retrouver sous le couvert de la loi. L'acteur politique va dire peut-être pire que lui, mais on n'irait pas le chercher. Mais lui, en tant que citoyen, il va le dire une ou deux fois et la justice va l'interpeller. Donc, faisons très attention avec les mots que nous utilisons. Roland Tonné-Ikes, contre les pratiques antidémocratiques, le parti, les démocrates, met en garde. Je crois que le Parti des démocrates est dans son rôle que de vouloir mettre en garde contre les pratiques antidémocratiques. N'oubliez pas que quand on parle de pratiques antidémocratiques, c'est le fait d'organiser des élections non inclusives. C'est d'organiser des élections qui ne sont pas assez transparentes, mais c'est aussi peut-être contraindre ou bien empêcher les candidatures. Tout ce que nous avons eu comme pratique électorale depuis 2019 à aujourd'hui qui n'ont pas rendu service véritablement au peuple béninois, aux acteurs politiques. Et donc ces pratiques, je crois que le parti est en droit de dénoncer. C'est vrai que je suis d'accord avec Hugues dans le sens que oui, les démocrates, surtout les opposants sous nos cieux depuis 1990, ont les mêmes discours malheureusement. Ils passent leur temps à faire des discours, des conférences sur des conférences. Sur le terrain, parce que quand ils sortent une fois et qu'il y a une foule derrière, ils estiment que c'est déjà des signes de ce qu'ils ont gagné les élections. Et puis au dernier jour, ils sont surpris. Peut-être qu'il y a des pratiques, des stratégies qui les empêchent et c'est eux qui appellent au boycott ou bien non plus rien à faire, dos au mur et les autres gagnent toujours les élections. Donc le schéma est partout, depuis qu'on a dit ce Bénin, mais également dans plusieurs pays africains. Donc j'estime qu'en dehors de ce qu'on peut leur reprocher en termes de stratégie sur le terrain, en termes d'action à mener sur le terrain, il faut aussi quand même rappeler à ceux qui sont au pouvoir que oui, les pratiques antidémocratiques qui constitueraient à empêcher certaines personnes d'une candidature ne devraient pas
être mise en œuvre parce qu'on sait très bien qu'en 2016, si Boniaï avait voulu mettre en place des systèmes antidémocratiques, je pense que le président Patrice Talon n'aurait jamais eu la chance d'être candidat. Et donc, s'il lui a permis de rentrer au Bénin, et si, même si on nous dira après que c'est les gens qui sont intervenus d'abord, quand même, il lui a permis de rentrer au Bénin, et il lui a permis d'être candidat. Et donc, dans ce cadre, il faut aussi que le pouvoir en place essaie de permettre à ceux-là qui ne parlent pas le même langage que de pouvoir être candidat si ces personnes le veulent. Et puis en même temps, leur faciliter la tâche, pas de leur donner des voix, mais quand même quand les gens ont des voix, parce que quand vous prenez les dispositions que nous avons en vigueur, notamment concernant les élections aujourd'hui, on a des craintes pour 2026. On a des craintes parce que on ne sait pas où on va véritablement. Oui, ceux qui ont peut-être voté les lois savent où ils vont. Mais le peuple béninois aujourd'hui, est-ce que le peuple béninois aujourd'hui peut la main sur le cœur dire, voilà, là où nous allons? Ce n'est pas évident. Donc, il y a ces situations-là sur lesquelles il faut interpeller ceux qui nous dirigent et interpeller tous les acteurs à tous les niveaux, notamment ceux qui sont les institutions qui ont en charge de l'organisation des élections, le Conseil électoral, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, tout ce que vous voulez. Toutes ces institutions aussi doivent être interpellées, notamment le président Adossou, le président Sakalafia, le président Théoté Sousa. Toutes ces personnes doivent se rappeler qu'ils sont, c'est vrai, à un moment donné, ils ont eu la chance d'être nommés par un gouvernement en place, mais ils sont au service du peuple. Et donc, ils doivent pouvoir trancher de façon juste pour que cela garantisse la paix. Parce que notre paix a été chèrement acquise. Hein. Le général Mathieu Kekou pouvait foutre tout en l'air en 90, hein. Mais il a été assez patient, assez tolérant. Ces derniers jours, je m'amuse à suivre à nouveau les discours de cette conférence nationale. Je vois que nous sommes venus de très loin. Et ceux qui ont hérité de cette paix doivent pouvoir travailler. Ils sont venus en paix au pouvoir en 2016, doivent travailler à ce que nous puissions organiser les élections dans la paix en 2026. Donc je pense que les démocrates mettre en garde par rapport aux pratiques antidémocratiques, ce n'est pas encore exagéré. J'estime véritablement qu'ils l'ont dit. Maintenant, on attend de voir le camp en face, comment ça va se passer. La société civile qui doit faire son travail également. Nous, journalistes également, nous devons aussi faire notre travail. Parce que quand vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, vous savez, j'ai comme l'impression aujourd'hui, hein, je ne sais pas si c'est peut-être la même lecture que d'autres personnes, quand vous voyez les réactions, regardez bien les jeunes qui sont en griffe clébée du pouvoir en place. Leurs réactions par rapport à certains sujets sur les réseaux sociaux, c'est à croire qu'eux, ils ont la liberté d'expression, ils peuvent se permettre tout. Mais dès lors que quelqu'un qui a peut-être une connotation un peu orientée vers les démocrates doit réagir automatiquement, les mêmes clébés viennent l'interpeller pour dire « Est-ce que vous pouvez répondre ?» automatiquement. Et donc parfois, beaucoup ont été interpellés dans ce cadre-là comme ça. Mais c'est comme si d'autres ont l'autorisation de faire, mais d'autres n'ont pas l'autorisation de faire. Si on ne va pas permettre que les gens, on n'est pas d'accord que les gens se comportent mal, ça doit être valable pour tous les camps. Autrement, alors, tout le monde va verser. Et ce n'est pas bien pour notre pays. Justement, Hugues Hector, ce n'est pas seulement les démocrates qui tirent la sonnette d'alarme. Il y a également les évêques qui invitent au respect des principes démocratiques. N'est-ce pas une preuve que l'atmosphère est quand même vissée au Bénin? Est-ce que moi je parlerai d'atmosphère vissée? Je préfère plutôt m'intéresser à un contexte de loi qui malheureusement ne permet pas aux populations béninoises aujourd'hui de mieux vivre. Parce que, voyez-vous, quand je prends rien que le code du numérique, avant que l'on ne vous parle d'un espace de droit concernant Internet, il faut que vous ayez d'abord l'Internet. Combien de Béninois aujourd'hui ont accès à Internet? Même ceux que nous appelons cadres de la République, est-ce qu'ils ont tous l'Internet chez eux à la maison, par exemple? Beaucoup profitent juste de l'Internet quand ils se retrouvent au niveau de l'administration publique. Donc, déjà ça pose un problème. Avoir l'Internet, ça veut dire que à un moment donné, nous avons manqué de cette liberté-là. On n'a pas encore atteint ce niveau. Mais quand vous ne vous retrouvez pas à vivre la plénitude d'une certaine liberté, et qu'au même moment, des députés à l'Assemblée nationale
votent des textes de loi pour vous dire voici comment vous deviez vous comporter dans cet espace-là. Et en voulant voter ces textes de loi, ils corsent tellement. Je ne sais pas combien de textes de loi nous avons au Bénin qui aient pu avoir autant d'articles que le Code du numérique. Je ne sais même pas s'il y a des magistrats qui maîtrisent tout le contenu du Code du numérique. C'est plusieurs pages, des centaines de pages. Et quand vous parcourez à des moments donnés, quand vous vous amusez à prendre le Code du numérique, à tout moment, vous vous dites, mais j'étais en réalité en danger, fort heureusement. Donc c'est pour vous dire que malheureusement, il y a eu certains textes de loi qui ont été votés par nos honorables députés à l'Assemblée nationale et qui ne nous profitent pas forcément en tant que citoyens. Et ça ne voudrait pas dire que nous voulons qu'on se retrouve dans un état où les citoyens ne doivent pas être des citoyens responsables, porter leurs responsabilités par rapport à des propos qu'ils aient tenus ou pas. Non. Mais que vous ayez recours aux acteurs de la mouvance ou aux acteurs de l'opposition à la date d'aujourd'hui, et même au niveau de la société civile, on est tous d'accord qu'il y a des choses à corriger au niveau du Code du numérique, par exemple. Mais tant que ce n'est pas fait, on continuera par enfermer des personnes sans doute ignorantes. Dans combien de langues, par exemple, depuis que le Code du numérique a été voté au Bénin, dans combien de langues nationales on a pu traduire ce code-là? Combien de stations radio vous aviez vu avoir la chance d'expliquer le contenu des différents articles? Vous voyez par exemple au niveau de Eden TV, cet exercice-là qui se fait où on fait le décryptage des différents articles de notre loi fondamentale. Vous avez vu comment l'exercice est assez difficile. Et si on doit finir avec la loi fondamentale et faire le même exercice, par exemple, au niveau du Code numérique, qui constitue aujourd'hui, je vais dire, une loi qui fait peur à tout citoyen béninois. Vous voyez un peu tout ce que ça demande comme mobilisation de ressources financières. Donc les stations de radio, les chaînes de télévision, même la presse écrite, tous ces acteurs se retrouvant dans le monde des médias qui doivent travailler à permettre à ce que les populations connaissent mieux le contenu de ce texte de loi-là. Eux-mêmes, ils ne sont pas encore bien outillés. Le ministère de la Justice, par exemple, a pu organiser, depuis qu'on a voté ce texte de loi-là, combien de formations pour dire on appelle les journalistes béninois pour les sensibiliser au contenu du Code du numérique. Puisque ce sont eux qui ont le devoir d'informer les populations. Eux-mêmes, ils ne savent pas. À quel moment ils vont alors sensibiliser? Justement, ce n'est pas seulement le Code de numérique. Non, moi je préfère m'accentuer. Je préfère m'accentuer aujourd'hui sur le Code du numérique parce que pourquoi tout le temps on ne parle que de la criette? On parle tout le temps de la criette parce qu'il y a le Code du numérique. La plupart de tout ce qu'il y a comme délit où vous deviez vous retrouver devant le procureur spécial, c'est la base, c'est le Code du numérique. Est-ce que vous avez le sentiment que dans les autres tribunaux, là, on ne se retrouve pas avec des concitoyens se retrouvant en déphasage avec les textes de loi? Non, et pourtant. Donc si les évêques du Bénin aujourd'hui montent au créneau pour demander à ce que nous puissions ensemble, parce que j'insiste sur le mot ensemble, nous puissions ensemble travailler à préserver la paix, ils ont raison. Il y a des indices qui sont là et qui ne sont pas profitables à un vivre ensemble. L'environnement n'est pas si stable que ça. Donc, les évêques du Bénin sont dans leur rôle. Vous avez vu le rôle que la conférence épiscopale a joué pour la conférence des forces vives de la nation en février 1990. Et depuis lors, je crois, chaque trimestre, les évêques du Bénin se retrouvent pour se prononcer sur la vie socio-politique, économique. Mais pensez-vous que les évêques sont aujourd'hui écoutés? Non, moi je ne peux pas dire si les évêques sont occupés ou pas, puisque je ne me retrouve pas au niveau de la conférence épiscopale. Ils ont fait plusieurs sorties.
Et ils attendaient des réactions de la part du gouvernement. Oui, ce n'est pas seulement sous le régime du président Patrice Talon que les évêques font des sorties. Chaque fois, eux, ils sont dans une démarche d'éducation civique. Ils sont dans une démarche d'éducation civique. Donc, c'est comme l'enfant. L'enfant qui vient vers son père pour lui dire, papa, je veux que tu m'offres telle chose. Il a peut-être une petite satisfaction. Mais tant que la satisfaction n'est pas totale, il viendra toujours vers lui. Parce que ce n'est que vous qu'il a comme père de famille. Donc, les évêques du Bénin, aujourd'hui, ne peuvent que s'adresser à la classe politique, en l'occurrence au chef de l'État. Et quand toutes les fois ils vont constater qu'il y a des choses qui ne permettront pas de garantir un environnement de paix, ils ne vont pas hésiter à pouvoir partager leur point de vue. Ce n'est pas un exercice d'aujourd'hui, c'est un exercice qui date depuis 90. Ils l'ont toujours fait. Et je crois que notre nation a toujours gagné en écoutant non seulement les évêques du Bénin, mais en écoutant aussi les autres confessions religieuses. On a les imams, par exemple, qui aussi font des consultations et qui donnent leur point de vue. Donc tout ça, c'est pour que nous puissions travailler à préserver la cohésion sociale, l'unité nationale. Et les acteurs politiques, en l'occurrence le chef de l'État, gagneraient énormément à pouvoir écouter toutes ces couches religieuses parce que nous avons besoin d'un environnement de paix pour faire fructifier l'économie de notre pays. Béninoise, voilà. Roland Tonné-Inkes, quelle est votre lecture? Je crois qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus de personnes qui désavouent la conférence épiscopale et les évêques. Et je voudrais peut-être rappeler que les évêques ont toujours joué le rôle du gardien pour la paix au Bénin. Et Hugues l'a rappelé, la conférence nationale, la conférence des forces vives de la nation, c'est Monseigneur Isidore Souza qui a conduit les travaux. On a vu de maître comment ce qu'il a pu faire. Et après, chaque année, en tout cas chaque 5 ans, quand la paix est menacée, on les voit monter au créneau. Et tout récemment, on se rappelle que quand ils ont organisé le colloque sur le code électoral, vous vous rappelez, ils ont fait des recommandations. À la date d'aujourd'hui, aucune suite par rapport à ça. Et vous allez voir même que dans un camp politique, les gens les ont tellement vilipendés, traités de tous les noms. Pour dire que, vous savez, quand les gens ont la chance d'avoir le pouvoir à un moment donné, peut-être ils ont les oreilles fermées par rapport à certaines réalités ou les yeux fermés par rapport à certaines réalités. Mais il faut rappeler peut-être à ces personnes que c'est les mêmes évêques qui, hier, ont défendu Patrice Talon face à Boni Yayi et qui ont plaidé pour que Boni Yayi pardonne et laisse Patrice Talon rentrer au pays, au point où il a été candidat pour être président de la République. Donc, ils sont dans leur rôle de faire en sorte que nous puissions nous parler, en tout cas pour que la cohésion nationale soit une réalité, que la paix chèrement acquise ne soit pas menacée. Autant de choses. Et donc aujourd'hui, quand les évêques parlent, et les évêques, et quand je parle des évêques, je parle des cadres catholiques. Au haut niveau des cadres catholiques, on peut citer, comment vous appelez, le président de l'Assemblée nationale. C'est des gens qui aujourd'hui, du fait de leur position, peuvent à un moment donné avoir le courage de dire au chef de l'État, oui, il serait bon pour nous d'écouter ce que disent les évêques, parce que là où nous allons, eux, ils sont là, peut-être, ils ont une compréhension assez élargie de la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Et quand ils voient qu'il y a des menaces qui planent, ils montent au créneau pour alerter, pour dire attention, là où vous allez, ce n'est pas bon. Et donc, les dirigeants doivent pouvoir faire l'effort d'écouter les évêques, et de prendre, j'ai toujours dit, dans tout ce que les évêques disent, vous pouvez ne pas tout prendre, hein, mais il y a des éléments très importants qu'il faut prendre et les mettre en pratique pour notre vivre ensemble. Autrement, on va continuer à dire non, les évêques, on ne veut pas les écouter, c'est ce que nous faisons qui est bon. Et puis après, c'est quand ça va dégénérer après, qu'on appelle encore les mêmes évêques pour leur dire de venir éteindre le feu. On les appelle pour jouer le rôle de sapeurs-pompiers. Autant mieux prévenir plutôt que de vouloir guérir pendant qu'il est trop tard après. Et nous allons finir avec une note sportive sur ce plateau. Il y a l'investigateur qui s'interroge que prévoit la CAF en cas d'égalité entre le Bénin et la Libye. C'est vrai que je ne suis pas trop sport. Hein. Mais moi, je ne connais pas les tests en cas d'égalité. Mais voyez-vous, si on en arrive à ce triste constat, c'est que nous ne sommes pas encore prêts au Bénin.
à pouvoir nous retrouver à un niveau assez considérable en ce qui concerne le football. On a de sérieux problèmes aujourd'hui au niveau du football. Et je pense sincèrement que les différents acteurs se retrouvant au niveau de la Fédération béninoise de football pourront se remettre en cause. Parce que c'est surtout ça, se remettre en cause, parce qu'on n'arrive pas à savoir... Repenser. Oui, repenser le foot. Vous avez vu le pouvoir en place à travailler, à construire certains stades. On a eu la chance à un moment donné de dire, oui, on a le stade Mathieu Kirikou qui a été homologué. Et puis, il y a eu toute une communication autour. Mais du jour au lendemain, vous aviez vu scandale. Scandale. Et c'est plusieurs milliards de nos francs CFA qui sont partis en fumée. En fumée. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a eu des audits commandités, je ne sais pas si les résultats de ces audits-là sont connus et quelle serait la suite à donner. Silence plateau. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et ça dénote de ce qu'on est en train d'avoir comme résultat aujourd'hui. Peut-être que ce soir, quand vous allez vous retrouver devant votre écran de télévision, si vous êtes patriote comme moi, c'est la peur dans le ventre. Nous allons quand même leur souhaiter la victoire. Non, on ne souhaite pas la victoire si soi-même on n'est pas sérieux. Ah, quand même. Hein. Pour le football aujourd'hui, demande plus de sérieux. Ce que nous, on est en train de faire là, on est encore à une étape d'amateur. Il faut qu'on travaille autrement. Ce n'est pas les moyens qui manquent. La fédération met suffisamment de moyens. L'État béninois également. L'État béninois également met suffisamment. Avec des différentes réformes. Bon, alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas s'asseoir, recruter les meilleurs qu'il faut et mettre la meilleure équipe dirigeante qu'il faut? Regardez déjà au niveau de la fédération béninoise de football, ceux qui sont dirigeants du club. Voyez un peu comment ça se passe. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je pense que... même plus. Oui, je pense que là, ce n'est pas bon signe. On va partir, on va gagner le match de ce soir. Hein. C'est mon vœu. Voilà. On va le gagner. Mais quand on va revenir, après cette canne-là... Il faut repenser le football béninois. Très rapidement, Roland Tonei-Ikes. Oui, est-ce qu'on parlera d'égalité entre la Libye et le Bénin aujourd'hui? Le Bénin... Nous leur souhaitons sur ce plateau la victoire. Le Bénin a 7 points. La Libye, je crois, elle doit être à 5 points, moins 4. Et donc le Bénin, si la Libye doit gagner le Bénin, c'est peut-être à 4-0 pour espérer avoir 8 points plus 0 pour espérer. Donc on a plus de chances que la Libye? Oui, on a de chances que la Libye si on gagne le match. Si on gagne le match contre la Libye aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous savez, je suis toujours dans ma position, je dis, il ne faut pas toujours attendre les derniers moments pour mettre calculatrice en main pour dire si tel fait match nul et si, non, ça ne marche pas. Il est temps maintenant de repenser véritablement le football béninois. Bon, maintenant, pour une fois, je vais quand même leur souhaiter la victoire pour ce soir parce que quand même, oui, c'est... Justement, ne soyons pas négatifs sur ce plateau ce matin. C'est pas faire de négativité. Nous souhaitons la chère victoire Carole, moi, j'ai ma position qui est claire. Donc écoutez, c'est pas fait de souhaiter victoire pour qu'il soit distributeur automatique de points à la CAN. Il faut qu'on ouvre les yeux. Parce qu'avec le niveau de leur football aujourd'hui, ça évolue en dents de scie. Donc, et ça ne rassure pas. Ils évoluent. Oui, ça ne rassure pas. Donc, oui, on va leur souhaiter la victoire aujourd'hui pour espérer qu'ils iront à la CAN. Parce que c'est peut-être ça que beaucoup de Béninois attendent. Moi, je ne vais plus au stade parce que je tombe malade chaque fois quand on va là-bas, on les bat. Et quand je suis jusqu'à... Regardez, la dernière fois, jusqu'à la 70e minute, ils étaient encore à 1-0. Ils avaient leur qualification en main. Mais à la dernière minute, regardez, on a égalisé le but. Et ils sont en difficulté aujourd'hui. Si le Rwanda arrivait à battre le Nigeria aujourd'hui, on est en difficulté. Parce qu'eux, ils vont évoluer. Donc moi, j'estime que c'est nous-mêmes qui nous créons des soucis. Il faut réfléchir autrement. Mais victoire ce soir, ne serait-ce que 1-2-1. Merci Roland Tonei-Ikes, merci Hugues Hector Zogo pour toutes ces précisions apportées sur ce plateau. Merci d'avoir été des nôtres.